si j'ai bien compris, le rôle, c'était plutôt, donc pas de revenir sur vraiment le contenu de l'article, mais peut-être un peu sur son contexte, la raison, l'angle qui était le mien dans ce travail sur la valeur. Et ce que j'aimerais commencer par dire, c'est que le problème de la valeur s'est posé à moi parce que j'ai fait une thèse de doctorat sur un sujet qui était étonnamment, à mon avis, sous-théorisé dans la poétique, disons, moderne, contemporaine, qui était la question de ce que j'ai appelé la tension narrative, c'est-à-dire l'aspect dynamique de l'intrigue. Donc moi, je n'ai pas du tout travaillé sur la question de la valeur de la littérature, de l'œuvre littéraire, mais évidemment, dès le début, enfin, et notamment le jour de ma soutenance, dans ma communication qui a commencé la soutenance, j'étais dans une posture où je me suis rendu compte que j'avais tendance à m'excuser d'avoir traité un sujet aussi frivole que la tension narrative, le suspense, l'intrigue, qui sont des sujets généralement considérés comme relativement frivoles, ou du moins des sujets dans lesquels la question de la valeur est plutôt problématique. Et j'avais la chance d'avoir dans mon jury Jean-Marie Schaeffer qui m'a dit, mais vous savez, bien sûr, c'est un élément qui relève de la commercialité de l'œuvre, mais le commercial, c'est très important. Donc, point de vue anthropologique, le commercial, ça a de la valeur. Et bon, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et puis, c'est vrai que avec le recul, je me suis dit que c'est assez intéressant parce qu'on réfléchit ici souvent sur la question de la valeur de la littérature en termes positifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la valeur, mais on pourrait aussi penser à cette chose-là, et ce serait peut-être plus simple de se demander qu'est-ce qui défait la valeur de l'œuvre littéraire. Et visiblement, une œuvre qui, disons, soulèverait l'enthousiasme des foules parce que son intrigue serait très passionnante, semble être un élément qui a tendance à défaire la valeur de l'œuvre littéraire. Et il faudrait préciser encore dans quel contexte, et en l'occurrence dans le contexte des études littéraires, c'est-à-dire dans le contexte des lecteurs que nous sommes ici, c'est-à-dire des lecteurs très étranges, très mineurs, très mineurs en termes de quantité. Alors peut-être qu'on a beaucoup d'importance parce que c'est nous qui tenons un discours sur la littérature, donc nous lisons des gens qui réfléchissent sur la valeur littéraire dans le champ des études littéraires, mais c'est vrai que si on pose la question de qu'est-ce qui fait la valeur de la littérature à des lecteurs qui ne sont pas des lecteurs professionnels, payés pour lire ou qui ont, disons, voué leur vie à cela, mais qui payent pour lire, donc qui s'engagent dans l'acte de lecture par plaisir et de manière tout à fait libre, la plupart des gens ont tendance à placer la question de l'intrigue comme étant la valeur la plus positivement connotée. Alors ça, on peut le savoir parce qu'il y a je cite une étude de, je ne sais plus qui fait ça, mais Céline Pouda et je ne sais plus exactement, enfin bref, vous trouverez ça dans les références. Mais c'est une chose encore plus très intéressante, c'est de, par exemple, travailler sur les évaluations des œuvres qui sont postées sur les sites internet où on achète ces œuvres, par exemple sur Amazon, etc. Et puis, alors ils ont utilisé des critères de valeur qui avaient été définis par Jean-Louis Dufay, et en appliquant ces critères de valeur, ils sont aperçus qu'avec un corpus vraiment assez important, donc qui a une vraie valeur, disons, quantitative, que les valeurs les plus souvent connotées positivement et qui font ce que le public, les vrais lecteurs, c'est-à-dire les lecteurs qui sont les lecteurs pour lesquels les livres sont faits, sont des gens qui disent majoritairement que c'est l'intrigue qui est la première valeur, l'intrigue, l'immersion, voilà, le happage, ce qu'ils définissent comme le happage, c'est-à-dire la manière d'être intrigué par un roman, comme étant la valeur la plus positivement connotée. Donc on voit ici qu'il y a quand même une espèce de contradiction parce que par ailleurs, disons, un domaine dans lequel ma thèse a eu pas mal de succès, c'était du côté des études sur la littérature populaire. Et puis, j'ai bien vu que du côté des gens de la LPCM qui étaient assez intéressés, qui utilisaient assez souvent ce concept de tension narrative, ils avaient l'impression d'avoir trouvé peut-être un élément formel du texte qui permettait de définir ce que c'est que la paralittérature, c'est-à-dire ce qui est la littérature mineure, finalement, puisqu'on parlait de ce problème de littérature mineure. Et là, j'avoue que la posture que j'ai eue, c'est une posture plutôt... donc j'ai un rapport avec cette question de la valeur plutôt engagée, c'est-à-dire que je suis plutôt
d'avis qu'il faudrait vraiment essayer de trouver un moyen de réhabiliter la valeur de l'intrigue, parce que pour différentes raisons, mais une des raisons pour lesquelles il me semble que c'est très important, et c'est l'élément que je cite dans cet article, c'est qu'on peut être amené à avoir une espèce d'aveuglement total sur le fonctionnement de l'intrigue dans ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre, parce qu'on part du principe que la valeur des chefs-d'œuvre ne peut pas se trouver dans leur intrigue. Et je cite un cas particulièrement frappant dans le cas de l'édition de Ramu dans la Pléiade. Donc, rentrer dans la Pléiade, ça veut dire qu'on devient un chef-d'œuvre. Et dans l'introduction alors bien que je connais bien cette œuvre-là, parce que, donc, en l'occurrence, je travaillais sur d'Herborance, parce que j'ai été amené à faire l'édition critique pour les éditions qui vont sortir cette fois-ci chez Slatkin. Ce qui est très intéressant, c'est que donc, j'ai lu un petit peu l'ensemble de la réception critique que Ramu, étant très narcissique, avait conservé de manière très maniaque. Et donc, tout ce qui a été publié sur son œuvre de son vivant a été conservé. Et s'il y a une chose qui est évidente quand il fait paraître le roman d'Herborance, qui est considéré donc comme un des 3 romans majeurs de Ramu, il en a beaucoup produit, donc c'est un des romans les plus souvent travaillés en classe. En tout cas en Suisse, on travaille beaucoup Ramu, parce que pour des raisons évidentes, mais peut-être un peu moins en France visiblement. Mais disons que vous allez commencer à travailler Ramu en classe puisqu'il est dans la Pléiade. Bref, c'est un chef-d'œuvre. Et qu'est-ce qu'on constate quand on travaille sur la réception critique de cette œuvre au moment où elle a été publiée en France, c'est que tout le monde a célébré le fait que Ramu était un auteur, disons, un peu difficile, un peu avant-gardiste, mais heureusement, avec d'Herborance, il fait enfin un livre facile, avec une intrigue très tendue, un livre haletant, qu'on ne lâche pas jusqu'à la fin du roman, etc. Et quand on regarde un petit peu aussi le journal de Ramu, on s'aperçoit qu'effectivement, Ramu avait des problèmes d'argent, il n'arrivait pas à payer les traites de sa maison, il avait besoin de se refaire, et à ce moment problématique dans sa vie, il sort un roman dont il espère bien qu'il va marcher, qui va être vendu, et donc qu'il vaudrait mieux faire quelque chose qui fonctionne assez bien. Et donc il a repris la formule d'un roman un peu plus ancien qu'il a fait publier d'abord sous forme de feuilleton, donc vraiment ce qu'il appelait un roman feuilleton, et il le dit parce qu'il y a de l'intrigue. Bref, donc on a compris que Ramu avait besoin d'argent, il voulait faire de l'intrigue. Les gens qui ont lu son roman quand il est sorti ont tous dit de manière très très massive qu'il y avait beaucoup d'intrigue, beaucoup de tension narrative. Et qu'est-ce qui se passe quand il rentre dans la Pléiade? C'est que ce grand spécialiste de Ramu qui fait la notice critique nous dit évidemment il n'y a pas d'intrigue dans d'Herborance, puisque il y a un spoiler au début, on nous dit que le petit page va sortir de la montagne, et donc il n'y a pas d'intrigue. Alors je me dis comment c'est possible, il a pourtant lu les mêmes archives que moi, il a lu les lettres de Ramu, il a lu les comptes rendus critiques, donc je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, à mon avis, de l'impossibilité, de l'aveuglement critique qu'on a face au fait que oui, il y a des chefs-d'œuvre qui peuvent jouer sur la corde de l'intrigue, et oui, l'intrigue peut faire partie du succès d'une œuvre, et même de sa valeur littéraire. Et l'autre chose, c'est que ce qui est très intéressant quand on lit aussi les essais de Ramu sur sa propre œuvre, il dit parfois, bon, je ne suis pas un très bon inventeur d'intrigue, mais ça ne veut pas dire qu'il n'essaye pas de le faire de temps en temps, notamment dans le cadre d'Herborance et de la Grande Peur dans la montagne. Et une chose qu'il dit de manière très, très frappante, c'est que ce qui lui paraît problématique d'un point de vue esthétique, c'est vraiment pour lui le naturalisme à la Zola, c'est-à-dire un roman qui perd le romanesque parce qu'il veut convaincre. Donc lui, il dit, bon, moi j'essaye de prendre la voie de la poésie, donc quelque chose qui évidemment est plus valorisé dans les études littéraires, la question du travail sur le style. Mais il dit évidemment qu'il préfère le romanesque et le roman feuilleton et le roman populaire à Zola, parce qu'au moins c'est quelque chose qui vise à produire du plaisir. Et produire du plaisir par la poésie, par le lyrisme de son écriture, est aussi important que produire du plaisir qui peut être lié vraiment au plaisir de l'intrigue. Donc on voit même chez Ramu, par exemple, une façon de penser la question de la valeur en dehors de l'opposition à laquelle nous sommes tellement habitués et que dénonce si bien Pierre Bourdieu, qui est la question que le commercial, c'est forcément quelque chose qui dévalue la valeur de l'art. D'autre part, en parlant avec les collègues anglo-saxons, j'aurais tendance à me poser la question de savoir si ce n'est pas un problème typiquement français. Parce que quand on dit à un professeur de littérature anglo-saxon qu'un livre qui se vend bien, c'est forcément un livre suspect, ça les étonne quand même beaucoup.
En général, si on a un bouquin qui se vend bien et qui est assez passionnant, c'est souvent parce que peut-être que l'écrivain a bien fait son travail et on lui donne volontiers une chaire pour apprendre, pour donner des cours d'écriture dans les universités américaines. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Parce qu'on a un certain culte du succès, on aime les gens qui marchent. Enfin, voilà. Donc juste pour dire que je pense que c'est vrai qu'il faut probablement essayer de réfléchir aussi à ce qui se joue dans la valeur disons, pas seulement peut-être de la littérature, mais disons, qu'est-ce qui fait que les êtres humains produisent et consomment des récits de fiction. Et probablement que la question de l'intrigue est un des éléments clés pour comprendre pourquoi les gens s'échangent ce genre de production. Et je pense qu'on peut trouver aussi bien chez Dorit Cohn que chez Bakhtin, que chez des gens comme ça, une certaine explication de l'intérêt qu'il y a à lire des œuvres qui produisent du suspense, qui nous poussent à nous interroger sur ce qui se passe quand le temps n'a pas l'air d'être une chose, disons, sans importance, mais au contraire, s'alourdit de virtualité, de problèmes, d'ouverture sur l'avenir. Donc je pense qu'on peut aussi très bien tenir un discours sur la valeur du suspense en disant que oui, probablement que dans le fait que la plupart des producteurs et des consommateurs des récits de fiction, et je parle donc pas seulement de la littérature, s'intéressent à l'intrigue, connotent positivement l'intrigue, il y a probablement derrière ceci quelque chose qui est probablement d'une fonction anthropologique essentielle du récit de fiction qu'il faut prendre au sérieux. Comme Jean-Marie Schaeffer dans ma soutenance, prenez au sérieux la dimension commerciale des œuvres. Voilà.